c'est cet exercice gigantesque de l'OTAN. L'exercice est annuel, mais la circonstance est exceptionnelle. Il s'agit vraiment de montrer aux Russes que l'OTAN est prête à se défendre du point de vue nucléaire. Alors c'est devenu un rendez-vous annuel. L'OTAN vient de lancer son exercice nucléaire, donc comme tous les ans, Steadfast Noon, au cours duquel plus de 60 aéronefs effectuent des vols d'entraînement au-dessus de l'Europe occidentale. L'exercice dure 2 semaines et fait intervenir des aéronefs de combat capables d'emporter des têtes nucléaires américaines. On précise bien en revanche qu'aucune arme réelle n'est utilisée. C'est important de le préciser. Alors, à qui ça n'a pas plu, d'après vous? Au Kremlin? Oui, c'est Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui dit que c'est de la folie, ça ne fait qu'accroître les tensions avec la Russie. Dans la perspective d'une guerre chaude dans le cadre du conflit ukrainien, de tels exercices n'aboutissent à rien d'autre qu'à une nouvelle escalade des tensions. Qu'est-ce qui est nouveau cette fois-ci? La puissance de feu, vous le rappeliez, Émilie, 60 aéronefs, Oui. les vols d'entraînement, tout ça avec la dimension nucléaire cette fois. Pourquoi cette fois-ci, il faut à ce point impressionner les Russes? En fait, on est dans un exercice, vous l'avez fort bien dit, qui est un exercice annuel. Et il s'agit simplement de vérifier que tout le monde est prêt pour réagir à une menace russe qui, quand même, est souvent répétée. Et puis les Russes, je dirais, c'est l'hôpital qui se moque de la charité parce qu'ils ont fait un exercice gigantesque impliquant les forces nucléaires il y a moins d'un mois. On va y revenir, c'est grand exercice donc, Océan 24. Voilà, donc ils ne se gênent pas pour en faire et ils ont beau jeu de critiquer ensuite ceux qui en font de l'autre côté. Je rappelle cette phrase célèbre du président Mitterrand, les missiles sont à l'est quand les pacifistes sont à l'ouest. Donc ça n'a rien de changé sous le soleil. Bon, c'est un exercice de grande ampleur parce que une attaque nucléaire de l'OTAN serait nécessairement une attaque de grande ampleur. Il faut arriver avec plusieurs avions venant de plusieurs directions différentes, avec des ravitailleurs, avec des avions de guerre électronique, et pour que ça puisse passer, si j'ose dire. Il y a une démonstration de force, Elisabeth Shepard-Selam. Il y a une volonté. Alors, l'exercice est annuel, mais on va le voir dans un instant. Le ton a changé. La menace est, pour ainsi dire, directe, de part et d'autre. Oui. Il y a quand même deux, trois choses. Pardon, excuse-moi, il y a deux, trois petits éléments nouveaux cette année. D'abord, pour la première fois, la Finlande, qui a adhéré il y a 18 mois et qui il y a 18 mois était quand même extrêmement pacifiste et parlait pas tellement de nucléaire, pour la première fois de son histoire, va participer à un exercice nucléaire dans le cadre de l'OTAN. C'est quand même pas totalement neutre comme signal. Et il y a deux modernisations très importantes. D'abord, c'est la mise en œuvre d'une nouvelle bombe dans le cadre de l'OTAN, Les 61. Ouais, la 61 exactement, qui est la 12 et qui c'est quand même ça doit être dit tactique. Parlez plus fort, Olivier. Pardon, des choses importantes. Mais allez-y. Lâchez les chevaux, Didier François. Écoutez-moi. Oui, ce ne sont pas des secrets. Ce pas des secrets que vous livrez. Non, c'est 50 kilotonnes. C'est quand même, l'air de rien, 4-5 fois, je parle sous ton contrôle, mais Hiroshima... c'est 340. Oui, enfin, ça peut... Elle est modulable. Elle est modulable, c'est ça. Elle est modulable, elle peut monter jusqu'à 340 kilotonnes. Donc, ce qui devient sérieux, plus de 3 fois Hiroshima. Ouais. Et il y a eu une modernisation des bases aussi, de toutes les bases de l'OTAN pour les durcir, particulièrement sur la question des communications. Donc oui, il y a une réponse, comme la France l'a récemment aussi modernisé ses affaires, pour, vous voyez bien, la Russie, comme l'expliquait l'amiral Vichot, menace maintenant de manière extrêmement régulière et parfois un petit peu comme Don Quichotte et les moulins avant, mais c'est pris au sérieux, donc on leur montre que en fait, ils peuvent toujours agiter les bras, mais il n'y a pas qu'eux qui sont capables de faire, et que l'OTAN est sérieuse quand elle parle de dissuasion. Voilà. Regardez la carte puisque vous en parlez, qu'on comprenne bien l'immensité, disons, du dispositif de l'OTAN. Il faut rappeler l'OTAN, 1 milliard de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, ça, ce sont les bases où se trouvent... les sites où se trouvent des bombes nucléaires. Il y en a 5. De l'OTAN. Alors, il y a évidemment les pays historiques, mais là, on a mélangé évidemment les pays, disons, qui ont leur propre dissuasion, comme la France et le Royaume-Uni. Faites-nous le commentaire, peut-être, amiral Vichot, qu'on comprenne bien. En fait, dans l'OTAN, d'abord, la France a une position très particulière puisqu'elle est le seul pays de l'OTAN qui n'est pas dans le comité des plans de l'OTAN. Parce que c'est le seul endroit où on a gardé une indépendance totale dans le domaine militaire. Vous savez qu'on est réintégré dans la structure militaire de l'OTAN, sauf en matière nucléaire, contrairement par exemple aux Brites qui ne l'ont jamais quitté. Donc aujourd'hui, quand
il y a ces exercices de l'OTAN, il y a un seul pays de l'OTAN qui n'y participe pas directement, c'est la France. Je dis pas directement parce qu'il arrive qu'il y ait dans les équipages de l'OTAN, il y ait des Français pour, par exemple, être dans les avions de guerre aérien ou dans les avions de ravitaillement, mais pas dans les forces qui sont déployées. Donc nous ne participons pas directement à cet exercice. Alors soyons très pédagogiques ici. D'abord, parlons de l'arsenal américain. Ce sont les pays en vert, hein. L'Italie, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Ce sont des pays où se trouvent des bombes nucléaires américaines. Sous contrôle américain et même, je dirais, sous protection américaine. C'est-à-dire que dans les bases où elles sont situées, ce sont les Américains qui gardent ces bombes et ce sont eux qui vont aller les accrocher sous les avions qui sont les avions des pays qu'on vient de nommer. Est-ce que c'est vrai que ça, c'est plutôt la vieille dissuasion classique, les bombes anciennes, entre guillemets? Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que, comme on vient de le dire, c'est cette fameuse bombe B-61 qui date effectivement il y a bien longtemps, elle a évolué, on est à la 12e version, la 13e version est en préparation. Par conséquent, ça montre bien qu'elle évolue au fil du temps. Elle évolue pourquoi? Parce que les avions qui l'emportent évoluent aussi. Certes, il reste encore les forteresses volantes, mais c'est la super forteresse volante, pardon. Mais maintenant, on passe par exemple du F-16 au F-35. Le F-35, c'est un nouvel avion américain, et il a fallu que cette bombe se qualifie sur le nouvel avion. Donc c'est aussi ça, une des modernités de cet exercice. Ça prouve que l'OTAN s'adapte à la menace et qu'il suit l'évolution des avions. Si on regarde toujours la carte pour bien comprendre, après il y a des pays nucléaires, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a la France et le Royaume-Uni qui sont elles-mêmes des puissances nucléaires, qui sont souveraines pour utiliser leurs armes. Oui, enfin, pardon, juste une chose, le Royaume-Uni a une particularité, c'est que lui, il est dans le comité des plans nucléaires de l'OTAN, donc sa force stratégique, les plans qu'elle fait sont aussi les plans de l'OTAN, alors que la France, encore une fois, est totalement à part. Et le Royaume-Uni, et évidemment la France, elle qui est entièrement souveraine. Bravo De Gaulle, merci De Gaulle. Hein. Ça reste la particularité souveraine de la France. Oui, contrairement à la Grande-Bretagne. Hein. Oui, c'est ça. La Grande-Bretagne n'est plus totalement souveraine puisqu'une partie de son armement, en fait, est américain. Et on se souvient des derniers essais faits par les Britanniques au large des côtes américaines qui n'avaient pas fonctionné parce qu'il y avait un problème de compatibilité, pour faire extrêmement simple, justement avec l'armement américain. Donc le seul pays qui est totalement autonome d'un point de vue nucléaire en Europe aujourd'hui, c'est effectivement la France. Et la France, c'est la seule à avoir gardé une double composante, la composante aérienne, dont on vient d'ailleurs de fêter l'anniversaire, hein, puisque c'était le 8 octobre 1964 qu'a eu lieu la première patrouille d'un Mirage 4 avec la bombe et de son ravitailleur. Et ça n'a pas cessé depuis. Et bien sûr, avec sa force sous-marine. Alors, on va écouter Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a clairement dit que c'était un message envoyé, cet exercice nucléaire. L'idée, c'est de faire face à n'importe qui, n'importe quand. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour dire que l'exercice nucléaire annuel Steadfast Noon débutera lundi. Plus de 60 avions participeront aux séances d'entraînement. L'ensemble de l'exercice se concentrera particulièrement sur le Royaume-Uni, la mer du Nord, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas. Dans un monde incertain, il est essentiel que nous testions notre défense et que nous la renforcions afin que nos adversaires sachent que l'OTAN est prête et capable de répondre à n'importe quelle menace. Voilà, là, cette fois-ci, on revient un peu au discours de la guerre froide, où l'adversaire était les rouges. Dans tous les exercices, on savait très bien que l'adversaire, c'était les Russes, les rouges, les Soviétiques à l'époque. C'est toujours le cas, et ça nous rappelle toutes les craintes que les Américains ont émises depuis le début de la guerre sur l'usage éventuel par Poutine et les Russes du nucléaire. D'ailleurs, le livre de Woodward qui vient de sortir aussi soulève cette question que Biden avait une vraie crainte. Expliquez bien ça, Elisabeth, parce que souvent on dit c'est du bluff, personne n'y croit, etc. Non, les Américains, eux, qui sont très concrets, dépensent des sommes colossales parce qu'ils savent que le risque existe, y compris d'une arme tactique. Y compris d'une arme tactique. Et comme beaucoup d'autres pays, on parlait de la modernisation, les Américains sont en pleine modernisation de leur arsenal nucléaire, pour les raisons notamment que l'admiral a évoquées, que les avions changent, que tout change, qu'il faut moderniser. Ce point-là est très important, je permets d'insister, et vous l'avez souvent dit vous aussi, il faut sortir de l'idée qu'il y a ou l'apocalypse finale ou rien.
Oui. En fait, pour rester crédible, il faut savoir qu'on peut s'adapter à la menace qui existe. Il y a surtout cette doctrine qui est presque la doctrine française, de la frappe d'ultime avertissement, qui est que ces avions-là, c'est de dire, avant qu'on passe aux armes stratégiques, c'est-à-dire à l'apocalypse, il peut y avoir encore une étape qui marquera la résolution. Mais ça veut dire quoi? Expliquez bien, ça veut dire quoi? Si on est très concret, pardon d'entrer dans un détail aussi un peu indécent, ça veut dire parler d'un bombardement précis. Imaginons la Russie, quelle serait l'arme d'ultime avertissement face aux Chinois ou aux Russes, par exemple? C'est précisément un missile, par exemple, en France, c'est le missile air-sol moyenne portée amélioré. C'est un missile avec une seule bombe, déjà à bord et pas plusieurs, qui peut être lancé à distance et qui va provoquer un effet nucléaire. Mais en principe, on visera plutôt une concentration de troupes ou une ville industrielle. Enfin, c'est un coup de semonce ultime. Ça veut dire maintenant, on arrête de jouer, si j'ose dire, et on passe. C'est l'ultime avertissement. Il faut dire ce qui est, c'est un peu le modèle Hiroshima. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Hiroshima, où on rappelle, il y a un discours de Churchill terrible, où Churchill dit « J'assume de dire on a sauvé des vies à Hiroshima parce qu'on a évité beaucoup de vies, pour être franc, de son point de vue anglaise en réalité, ou américaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dissuasion, pour qu'elle fonctionne, doit avoir une certaine latitude. En fait, on reste un petit peu flou sur ce que sont nos intérêts vitaux. Évidemment, on envisage de sortir de la dissuasion pour rentrer dans la frappe qu'à partir du moment où les intérêts vitaux de la nation sont en jeu. Mais comme ils ne sont pas totalement définis, il y a bien un moment où, si l'affrontement se fait, il faut que l'adversaire, l'ennemi qui est devenu l'ennemi, comprenne bien que là, il ne faut pas qu'il aille plus loin. Parce qu'il est arrivé à cette limite où là, pour le coup, la France se sentira tellement menacée qu'elle n'aura pas d'autre recours que de frapper. C'est d'ailleurs pour ça que la dissuasion nucléaire est toujours associée à des capacités également antimissiles, conventionnelles, cybernétiques, de telle manière que toutes les menaces soient parées. Il faut vraiment qu'on soit dans la dernière extrémité. Mais est-ce que pour vous, amiral, aujourd'hui, certains pays peuvent nous craindre? On pense notamment à la menace russe, la menace nord-coréenne, iranienne. Est-ce qu'on est toujours crédible face à ce type de menace? Incontestablement, oui. Sinon, j'aurais fait un autre métier. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais on se pose la question parce qu'on a le sentiment parfois de faire de moins en moins peur et de voir qu'on est toujours de plus en plus provoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait toujours aussi peur? Alors, on fait de moins en moins peur. Je pense qu'on fait toujours aussi peur. J'en suis même intimement convaincu. Par contre, on ne fait pas peur à des gens qui ont les mêmes modes de raisonnement et surtout qui utilisent les mêmes moyens. C'est-à-dire que le risque aujourd'hui, bien sûr, avec la Russie, on peut se retrouver face à une attaque conventionnelle de grande ampleur, mais le risque des autres, c'est pas encore de s'en prendre directement à la France avec des moyens d'armée constitués. C'est plutôt des actions terroristes. Et effectivement, le nucléaire, c'est pas là pour traiter du terrorisme. Certainement pas. C'est bien une arme de terreur au sens où elle fait peur, mais c'est pas une arme de terroriste. Toutes les utilisations qu'on envisage dans le monde terroriste d'une arme nucléaire, c'est dévoyé. C'est-à-dire c'est une bombe sale, c'est des petites explosions, mais c'est pas la bombe atomique.